de la ville. Aux abords de l'aéroport, des rafales de coups de feu. Les combats font rage à Goma, où les hommes du M23 sont entrés dimanche. Ici, des détenus fuient la prison centrale après que le bâtiment a été incendié. Le groupe M23 assure s'être emparé de la ville. Mais selon Kinshasa, certains quartiers restent contrôlés par les FARDC. Difficile de savoir quelles zones sont encore aux mains de l'armée congolaise. L'ONU juge la situation extrêmement inquiétante. Les civils subissent de plein fouet l'escalade des hostilités. Ce matin, des tirs d'artillerie lourde, ont été dirigés vers le centre-ville. Par exemple, plusieurs obus ont frappé la maternité de la Charité dans le centre de Goma, tuant et blessant des civils, dont des nouveau-nés et des femmes enceintes. Le gouvernement congolais dit actuellement travailler pour éviter un carnage. Kinshasa accuse le Rwanda de lui avoir déclaré la guerre en envoyant ce week-end de nouvelles troupes en RDC. Au poste frontière de Gisenyi, côté rwandais, de nombreux civils fuient les violences. Inquiète de cette escalade, à Bukavu, dans l'est de la RDC, des milliers de personnes se sont rassemblées lundi pour appeler à la paix. Malgré ces appels au cessez-le-feu et au retrait immédiat des troupes rwandaises sur le sol congolais, ces derniers ne font que progresser. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni dimanche soir sans parvenir à empêcher la poursuite de l'offensive. L'ONU a échoué à prendre des mesures concrètes. Nous ne pouvons plus faire confiance aveugle au Conseil de sécurité des Nations Unies. Depuis que ce conflit entre la RDC et le Rwanda, mieux dire, depuis que le Rwanda agresse la RDC, ça fait plus de 30 ans, le Conseil de sécurité ne s'est jamais objectivement prononcé dans ce sens en prenant des mesures qui s'imposent. La capitale congolaise est pourtant restée calme. Les appels à des manifestations n'ont pas mobilisé, mais les réseaux sociaux ont pu signaler quelques rassemblements spontanés. Comme ici, des militants qui manifestent leur colère devant le siège de l'UDPS, le parti au pouvoir. Du côté de l'opposition politique, on condamne également la passivité de la communauté internationale, mais aussi des manquements du gouvernement Tshisekedi. Le gouvernement de M. Tshisekedi n'a pas su prendre de bonnes décisions au bon moment. Il aurait fallu que nous mettions plus l'accent sur la réorganisation au niveau interne. Cela n'a pas été fait. Et nous demandons par la même occasion à la communauté internationale de s'impliquer parce qu'il y aura un jour où le Congo cherchera à se venger. Et je pense qu'on ne va pas nous rappeler le principe dicté au niveau international. De leur côté, les ONG s'inquiètent des violences subies par les populations de l'Est du pays. Plusieurs organisations féminines se sont réunies à Kinshasa pour alerter sur la situation des femmes et des jeunes filles. Elles réclament un soutien urgent pour les déplacés. Il est important que toutes les parties prenantes puissent s'aider, que nous ayons ces couloirs humanitaires, des peurs de connaître un génocide carrément des populations qui vivent déjà dans des camps de déplacés, qui maintenant vont être privées de toute assistance humanitaire. Nous ne pouvons plus, en tout cas dans cette région, permettre qu'il y ait encore les sangs qui coulent parce que tout simplement les politiques ne peuvent pas se mettre d'accord et mettre la dignité humaine avant tout. Alors que les organisations de la société civile envisagent une manifestation de masse pour jeudi, l'Union africaine veut tenir une réunion de crise dès ce mardi. Elle espère obtenir la présence des présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame. On la voix politique du M23 avec l'Alliance Fleuve Congo qui dit qu'il n'est pas tellement intéressé par Goma ou même par Bukavu, qu'il est plutôt intéressé par Kinshasa. C'est-à-dire que le M23 version, on va dire, 2025 est plutôt sur une ligne d'avoir un discours national. Alors évidemment, il y a toujours une partie des revendications locales qui existaient déjà dans ce mouvement. Vous vous souvenez que c'était un mouvement qui avait déjà attaqué en 2012-2013 oui. Et qui voulait à l'époque la réalisation d'un accord précédent encore entre une ancienne rébellion et le gouvernement et qui n'avait pas été appliqué. Et qui aussi était très en défense d'une communauté. Alors cette défense de la communauté, par exemple des Tutsis, ou alors même maintenant il parle de la question des Banyamulenge au sud Kivu ou des Ema en Ituri, qui sont des communautés. Salut, le problème du Congo et le Rwanda. Voilà encore deux pays qui s'affrontent, mais disons pas officiellement, officieusement parce que
ces armées qui s'affrontent, là, ne sont pas des armées régulières. Par exemple, le M23, ce n'est pas une armée régulière, le M23. Alors, mais moi je me pose la question, l'ONU, qu'est-ce qu'elle fait? Ou même, on parle de la CEDEAO, comme les gens aiment dire, rester dans la CEDEAO, rester dans la CEDEAO, parce que ça ne sert à rien de partir, il faut rester soudé. Mais voilà un conflit qui dure depuis des années et que cette même CEDEAO ne peut même pas lever le bout de doigt pour dire même ou agir. Ce qui les intéressait, comme leur ami, leur partenaire a été jeté dehors, ils ont voulu courir pour aller le secourir, que voulaient envoyer un bataillon de 8000 personnes ou combien de personnes pour pouvoir envoyer là-bas et réinstaller Bazoum. Mais voilà deux poids, deux mesures qui se présentent ici. Vous êtes en train de bavarder dans vos salons, dans vos bureaux, dans quoi que ce soit. Voilà l'ONU ici, qui n'arrive même pas à pouvoir mettre, disons, un terme ou bien même poser le dialogue, parce que les deux pays s'accusent vice-versa, parce que je crois le Rwanda accuse le Congo d'agresseur et le Congo fait pareil. Le Congo fait pareil. Et surtout, c'est le Congo même qui crie le plus, que c'est le Rwanda qui l'agresse. Donc, vous qui êtes des organisations de sécurité, de paix, de quoi que ce soit, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous mettez aussi tant de temps pour pouvoir remédier aux problèmes? Pourquoi vous ne mettez pas une commission de dialogue pour pouvoir résoudre ces problèmes-là? Et tout ça là, c'est pour... comment on appelle ça? Je veux dire, c'est la population qui en souffre dans toute cette crise-là. Toute cette crise-là, c'est la population qui en souffre. Mais moi, je me dis, mais vous, normalement, vous devrez être capable de trouver une solution à ça, parce que plus cette guerre dure, plus la population meurt en plus. Donc, pour arrêter cela, il faut organiser il faut créer des organes de dialogue pour pouvoir mettre les deux belligérants sur table pour pouvoir dialoguer. Moi, je ne comprends pas pourquoi on met tant de temps comme ça. Donc, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. La population fuit, surtout la population congolaise qui fuit vers le Rwanda, du côté où sont plus compréhensibles, parce que le Rwanda et le Congo font frontière. Et je crois un peu, il y a des parties du Rwanda qui sont vraiment humains, qui acceptent les Congolais qui rentrent là-bas. Et ça, moi, je dis, c'est déplorable, c'est déplorable. Quand on voit cette ville-là, et qui, comment ça s'appelle là, je crois pas, si je me trompe pas, là, Kivu. Voilà une ville qui a été, comment on appelle ça, prise par le M23. Mais pourquoi? Pourquoi? Et la mer régulière, où elle est? La mer régulière, où elle est?
Parce que cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. Il y a longtemps, il y a très longtemps que cela dure. Ça cesse un peu, ça reprend, ça cesse un peu, ça reprend, et ça continue. Et que vous trouvez une solution nette. Trouver une solution nette. Parce que je me pose la question, ce M23 là, qui arme ça? Ça c'est la question qu'on se pose. Qui arme? Parce que c'est M23, le M23 qui a des drones, il paraît-il, parce que, écoutant les informations sur France 24 aussi, on a eu à avoir cette information que ces M23 ont des drones. Même TV5 même a eu à dire aussi. Moi, il y a toujours la guerre dans les pays. Et on dit non, c'est une rébellion contre ces sortir. Mais cette rébellion, que ce soit par exemple en Syrie, qui a armé cette rébellion-là, ici au Congo, c'est cette rébellion. Bon, pas une rébellion, mais ce groupe armé, qui les arme? Moi, je suis un peu dépassé pour ce comportement des gens, surtout ces dirigeants qui font croire que c'est tout baigne, et puis bon, derrière, ils enfoncent le peuple dans la galère, dans la misère, surtout dans le désarroi. C'est ça qui me fait mal, qui me peine. Ouais. Ben, vous, c'est Sekedi et l'autre du Rwanda. Cherchez à voir comment vous pouvez résoudre ce problème. Mettez-vous à table et dialoguez et résolvez ce problème-là. Parce que ce M23, il y a longtemps qu'il est là. Cherchez à mettre un terme à ça. Parce que ce n'est pas une armée régulière, ce M23-là. Hein? Cherchez à trouver une solution. Parce que les choses vont mal. Ok, moi je vous laisse sur ces phrases-là. On a une autre vidéo. Parce que moi j'essaie de dénoncer ça parce que c'est pas gentil, c'est pas juste de voir qu'un peuple pendant plusieurs années est dans une guerre infinie. Il y a des dirigeants, il y a des organes de paix qui ne bougent pas le bout du doigt pour pouvoir donner un coup de main à ces pays-là de pouvoir rétablir la paix. L'ONU, qu'est-ce qu'elle a fait juste pendant tout ce temps-là? La CEDEAO. Alors, il y a toujours les points d'interrogation qui ne finissent jamais. Et ça, il y a des gens qui vont se lever pour pouvoir dire non, il va falloir rester dans la CEDEAO parce que la CEDEAO, c'est l'organe de l'Afrique qui nous permet de pouvoir échanger et faire ceci et faire cela. Mais dans les contrats, dans les traités que vous avez eus, je peux dire les traités que vous avez faits, il n'y a pas... tout un chacun est libre de partir quand il veut. Même s'il y a des conditions avant de partir. Il faut remplir des conditions avant de partir. Il faut... c'est pas que tu te lèves d'un bon matin puis tu t'en vas. Oui, je suis d'accord. Bien sûr, pourquoi cette CEDEAO a été créée, on n'arrive pas à pouvoir satisfaire ses membres, on n'arrive pas à satisfaire ceux qui constituent cette même CEDEAO-là. Je crois que la solution, c'est de partir comme l'AES l'a fait. C'est tout.
Parce qu'il y en a plusieurs. La Mauritanie l'a fait depuis fort longtemps parce qu'elle sent qu'elle ne reçoit rien de ce que de quoi, bon, de cette organisation-là, de cette communauté-là. Donc, elle préfère mieux se retirer. Elle préfère mieux se retirer. Et ces 3 pays ont fait la même chose. Vous allez voir, d'ici dans 5 ans, il y a plusieurs pays encore qui vont se retirer de cette même CEDEAO. Parce que la CEDEAO, c'est disons, c'est un sous-préfet, bon, disons celui qui a la tête, pas celui qui a la tête, mais qui commande ces CEDEAO-là. Ça, ce sont les mêmes Français, là. Ce sont les mêmes Français. Sinon, comment vous pouvez comprendre qu'une CEDEAO qui a été créée pour que cet organe puisse aider tous les pays composants de pouvoir régulariser leurs problèmes. Dans le sens que cette CEDEAO, pour une bonne communauté, une solidarité dans l'Afrique. Mais la CEDEAO devrait aider tous les pays composants qui ont des difficultés à pouvoir se ressaisir. Pour dire un peu, raisonner un peu sur, pas raisonner, mais pour définir un peu en terre à terre comment on appelle ça, cette CEDEAO-là. Donc, par rapport à ça, si vous n'arrivez pas à faire votre travail, je pense qu'à la longue, vous allez rester seul dans votre coin. Parce que les pays même qui demandent à ce que les gens restent dedans là, ne sont pas beaucoup. Si je me trompe pas, il y a, comment on appelle ça, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Maroc, je crois, ou bien la Tunisie. Et est-ce que la Tunisie le met dedans? Il y a le Sénégal, et puis je crois bien, actuellement je ne crois pas que le Sénégal même peut beaucoup, veut aussi que le Sénégal aussi se plaint de... j'ai raté. C'est coupé. Ok. Comme je l'ai dit, le Sénégal aussi se plaint. Hein? Le Sénégal aussi se plaint. Donc, pour dire que dans toute cette histoire-là, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc, il va falloir remédier à ça, à ce problème-là. C'est-à-dire qu'on prend à bras le corps le problème de chaque pays. À dire vrai, les pays un peu en guerre, les pays en conflit, il va falloir les prendre à bras le corps et résoudre leurs problèmes. Afin que les autres puissent avoir courage de pouvoir rester. Ceux qui sont partis, ils sont partis pour de bon, ils ne vont pas retourner. Ça c'est fini, ça, c'est fini. On ne doit plus retourner. Donc, ce qui arrive derrière, c'est de savoir s'organiser et surtout, je pense bien que prendre beaucoup de sagesse avant de réagir. Parce que moi, je crois que cette histoire de l'AES a été mal gérée, c'est tout. Ça a été mal géré. S'ils avaient su dialoguer avec ces présidents-là, moi je les appelle des présidents parce que c'est des gens à honorer, c'est des gens qui travaillent pour le peuple. Donc s'ils avaient réussi à pouvoir dialoguer correctement, humblement, sagement avec ces personnes-là, ces présidents-là, ils allaient pouvoir réussir à réorganiser la CEDEAO et mieux fonctionner. Sinon, aujourd'hui, cet appareil ne fonctionne pas. Disons-nous la vérité, ça ne fonctionne pas. Donc, revoyons la stratégie, pas la stratégie, mais la copie
pourquoi est créée la CEDEAO afin de pouvoir repartir sur de nouvelles bases et de maintenir les membres qui composent la CEDEAO. Parce que si on continue dans ce sens-là, elle va mourir, la CEDEAO. Sinon, il y a des gens même qui disent que la CEDEAO morte n'existe pas. C'est-à-dire que la CEDEAO, elle est créée pour pouvoir défendre les intérêts de l'Afrique. Mais si ces intérêts-là sont menacés, si la quiétude de ces pays-là sont menacés, alors à quoi sert cette organisation? Faites un effort de voir d'abord l'être humain et à la suite, vous voyez vos intérêts. Sinon, si vous continuez à voir vos intérêts avant l'être humain, vous n'allez jamais vous entendre avec les autres. Cherchez à mieux comprendre la vie. Sur ce, moi je vous laisse là. Parce que c'est méchant de votre part. C'est très très méchant. Merci.